Alejandro Neira, ça me fait plaisir de te recevoir au podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que tu as publié, qui, si je le traduis mot par mot, ça s'appelle Culture péruvienne et qui a été publié en 2025. Avant de commencer et avant de rentrer dans les thèmes qu'on va explorer, je voudrais que tu te présentes pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est mon plaisir d'être ici avec toi. Et, moi, je suis Alejandro Neira. Je suis né ici à Lima en 1974. Et je suis diplomate, en fait. Mais je suis écrivain aussi. Et donc, j'ai commencé mes études comme avocat. Et jusqu'à la fin de... Quand j'étais en train de finir mes études de droit, j'ai découvert que ma vraie passion, c'était toujours la littérature. Donc, j'ai fait le droit à l'Université catholique, ici à Lima, et la littérature à l'Université San Marcos, que c'est la plus ancienne de l'Amérique latine, en fait. Et, et comme ça, avec les droits, j'ai aussi commencé mes études comme diplomate. Ici, c'est une maîtrise. Normalement, c'est 2 ans quand tu finis la carrière. Donc, c'était il y a 25 ans. Et maintenant, je suis ambassadeur déjà au service diplomatique péruvien. Et je viens d'arriver l'année passée. Mon dernier poste, c'était à Washington. Et après, ces années, j'ai travaillé à Genève. C'est pour ça que je parle un peu de français surtout, même si comme genevois. et, et j'ai travaillé aussi à Chili. Et mon dernier poste, c'était à Washington, où j'ai travaillé dans les consulats à Washington et à l'ambassade aussi. Donc c'est comme ça. Et ce livre, en fait, c'était publié l'année dernière. Et c'est je crois que mon 15e livre. J'ai fait surtout des romans et toujours de la fiction. Et j'ai quelques romans d'espions, d'espions et diplomates, c'est presque la même chose. Et j'aime beaucoup les livres d'espionnage. Et, et culture péruvienne, ce sont des racontes un peu mon vie comme j'étais ministre de culture aussi 3 fois ici à Pérou dans les dernières 5 années. Donc c'est comme essayer de raconter les histoires que j'ai vécues comme ministre. Et c'est toujours fiction, mais avec quelque chose que j'ai vécu comme autorité. Mais toujours, comme c'est ce que j'écris, j'essaie de mettre toujours d'humour. Donc, je ne sais pas si ça se comprend toujours, mais c'est un peu pas des blagues, mais certains humour que je crois que c'est euh, rafraîchissant pour la littérature. Donc, ça, c'est comme j'écris. Et bon, on commence avec la littérature. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes avocat de formation et diplomate également, et vous avez été ministre de la Culture ici au Pérou. Euh, Avec votre livre, vous mentionnez que euh, votre vécu vous a permis d'écrire certaines fictions avec un certain humour, etc. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre sur la culture péruvienne? C'est pas facile de dire toutes les choses que j'ai essayé de mettre dans le livre, mais euh, j'ai vécu beaucoup de choses comme ministre. Et j'aime la culture péruvienne. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante comme diplomate. Et quand tu vas par ailleurs, tu sais que tu viens avec ton propre culture, on dirait, dans ta valise. Et, mais la chose que je crois que
a les plus de valeurs pour nous comme diplomates péruviens, c'est notre culture. J'arrive à Washington, j'arrive à Chili, j'arrive à Genève même, et je peux dire, je suis péruvien. Et tout le monde, je ne sais pas si tout le monde exactement, mais quand tu parles avec des autres diplomates, avec des entrepreneurs, hein, et ils connaissent le Pérou. Au moins quelque chose du Pérou. On dirait, ah, Pérou, les Incas, ah, Pérou, Machu Picchu, ah, Pérou, la nourriture. Exactement, la cuisine péruvienne. Tout le monde sait quelque chose que c'est toujours de notre culture. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on a comme carte de présentation quand tu arrives à une place et tu dis, tu sais, je suis diplomate, ok, d'où? Du Pérou. Ah, ok, Pérou. Donc, même en français, quand tu arrives, tu dis, ah, le Pérou, ça, ce n'est pas le Pérou, gagner le Pérou, même il y a des choses qui représentent, qui fait que le Pérou représente toujours quelque chose comme des anciennes cultures, de l'argent ou de l'or et de la richesse. Donc, tu as de l'or des Incas, et même si tu lis des livres, mais même aussi des vignées, des bandes dessinées, Tintin, non? Tintin et l'Empire du Soleil, toujours ce sont des choses par rapport à notre culture. Oui, parce que dans l'imaginaire populaire et même dans certains films, et je pense à Indiana Jones, et vous le mentionnez aussi, tu le mentionnes également dans le livre, il y a cet imaginaire que le Pérou, c'était Eldorado. Des trésors, des trésors de 5 ans. Donc, tu vas, ouais, c'est l'Eldorado, les Paititi, il y a beaucoup de noms aussi. Donc, c'est ça. Et j'étais ministre durant le Covid-19, donc c'était de temps difficiles. Et il y a quelques histoires, on dirait qui se passent autour de Covid-19 durant la pandémie. Mais je crois que la chose la plus importante pour moi, c'est de dire ça, c'est notre culture, ça, c'est important. Moi, comme ministre, j'ai vécu beaucoup de choses, des anecdotes. Et il y a quelque chose qui sont vraies histoires que j'ai vécues, comme les premières racontent que c'est une chose relationnée avec des peuples indigènes. Donc, c'est pas toujours facile de dire comme ça, mais quand tu racontes quelque chose comme fiction, pour moi, c'est plus facile de dire quelque chose. Et c'est aussi que je suis diplomate, donc j'ai toujours beaucoup je suis bien conscieuse des choses que je dis et que j'écris. Mais comme écrivain, je peux dire ces choses que je ne peux dire pas comme diplomate. Oui, donc c'est plus facile pour moi d'écrire fiction. Oui, parce que quand tu es diplomate, il y a certains vocabulaires que tu dois utiliser. Chaque mot a pas nécessairement seulement un significat, mais ça veut dire quelque chose. C'est ça. Alors que dans la plus fiction, que les mots. Hein? Oui, alors que dans la fiction, tu peux t'exprimer librement. Ouais. Dans le livre, donc pour les gens qui nous écoutent, le livre s'appelle Culture péruvienne, traduit bien sûr parce qu'en espagnol c'est Cultura peruana. Je voudrais que tu dises pour les gens qui nous écoutent, quel est le message central du livre? Parce que le livre en espagnol, donc pas tout le monde au Québec ou dans la francophonie parle espagnol. Donc au moins pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle, est-ce que tu peux nous dire quel est le message central du livre? Je ne sais pas s'il y a un message central, mais je dirais que je vais montrer la richesse de la culture péruvienne. Et cette richesse a aussi des difficultés, on dirait. C'est difficile, et tu le vis comme, je l'ai vécu comme ministre, et c'est difficile d'aller
par avion, par hélicoptère, par bateau, arriver à une place où il y a presque rien. Et nous avons des places qui sont vraiment pauvres. Et, et d'essayer de comprendre ce que les peuples indigènes, par exemple, ont comme difficulté pour la vie. Et même encore plus difficile durant les Covid. Donc, c'est une chose. L'autre chose, c'est d'essayer de dire avec ces racontes plutôt, pas nécessairement humoristiques, mais avec humour, et quelques histoires que je crois que sont drôles de raconter, comme toujours avec cette histoire des aventuriers, de gens qui viennent ici pour l'aventure. Comment on dirait, se confrontent, si on peut dire comme ça, ouais, aux aventures qui ne sont pas toujours comme ils croient qu'ils devraient être. Donc, il y a des choses type, on dirait, comme Indiana Jones, que c'est un film ancien qui s'appelle The Secret of the Incas. C'est un film vrai, c'est une histoire, pas l'histoire que je raconte, mais le film est vrai. Et c'est on dirait comme Indiana Jones a pris l'histoire de Secret of the Incas pour essayer de raconter cette histoire des aventuriers, des archéologistes, des espions, et j'aime beaucoup ça. Donc l'histoire, c'est l'histoire du film The Secret of the Incas, qui a été filmé au Pérou, à Cusco et même à Machu Picchu en 1954, je crois, avec Charlton Heston et Ima Sumac, qui est un représentant de la culture péruvienne. Et donc ces histoires, je crois que me permettent de dire la culture péruvienne, de montrer la culture péruvienne comme une chose attractive pour tout le monde, et toujours associé, comme je disais, à la richesse, mais aussi avec des difficultés qui sont propres d'une culture bien diverse, et avec beaucoup, on a 44 langues indigènes et 56 peuples indigènes, et normalement autour de la jungle, de la forêt Dans de l'Amazonie. Donc ce sont des choses difficiles pour un pays qui a aussi ces problèmes associés au racisme. Nous sommes un pays qui a toujours croit que cette richesse qui vient des Sanka, des pré-Sanka, et des Espagnols qui sont arrivés ici, et qui fait de cette culture nôtre une mélange difficile d'apprendre. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si ça exactement un message, mais c'est la complexité de la culture péruvienne dans ce livre, encore avec d'humour, si on peut dire ça. Donc, c'est vraiment cette volonté de montrer la complexité, les nuances, les différences qui existent au sein de la culture péruvienne. Et justement, c'est des thèmes qu'on va explorer. Je voudrais qu'on parle d'un conte qui s'appelle, si j'essaie de le traduire, c'est Un cas pour un jour, un cas pour une vie. Donc, dans ce conte-là, vous racontez l'histoire d'un ministre qui est habillé en Inca et il reçoit un message en disant qu'il y a une crise politique totale et une destitution du président. Ça, c'est passé chaque jour, ici au Pérou, même aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça, quand on dit toujours que dans la littérature, il y a toujours une part de la vérité qui se faufile et qui
qui se manifestent dans la littérature. Tu as été ministre de la Culture. Tu as vu les nombreux présidents qui se sont succédés au Pérou, car il y a eu plusieurs institutions. Je voudrais savoir euh, que- quels sont les événements qui t'ont inspiré à écrire ce conte-là. Ce conte, c'est drôle parce que, en fait, je peux te montrer après la photo que j'ai habillé comme Inca. Ah oui, ok. Bien sûr. Quand tu arrives à Vilcashuaman, que c'est un endroit impressionnant, c'est comme un petit Machu Picchu, et un petit Cusco, et un Ayacucho, et que c'est aussi dans les Andes péruviens, mais au centre des Andes péruviens. Donc, tu arrives là, et quand tu es une autorité, j'étais ministre de la Culture, et je suis arrivé seul cette fois-là, mais les présidents, avec des autres ministres, ils sont allés après, et tous sont passés pour la même situation. Ils se sont... Tu arrives, et comme je dis dans les contes, tu arrives, tu écoutes je ne sais pas, les trompettes, les tambourines, les quenas, les zampoñas, la musique andine. Donc, tu arrives là, bien l'alcalde, Le maire. les maires de la ville, et il te reçoit avec des fleurs, avec des danses, de la musique. Donc, il y a tout un rituel. Et oui, bien sûr, que c'est bien andine. Hein? Et tu arrives, et tu ne sais comme, il vient avec... Et il t'habille comme un Inca. Donc, tu finis comme un Inca, avec une couronne de or plastique, bien sûr. et je me rappelle bien, et les contes comme ça, c'est une chose que j'ai vécue là. Donc, on t'a habillé en Inca. Couleur verte, parce que ça se suppose que les verts, c'était les couleurs des Incas. Et cette couronne, c'était comme le mascapaicha, qui est la couronne Inca d'or, mais bien sûr, c'est pas d'or. Et après, j'ai visité la ville, que c'est impressionnant, parce que c'est une ville dans laquelle, comme en Cusco, tu peux voir des constructions avec des pierres géantes. Est-ce que c'est les vestiges des Incas? Oui, c'est comme en Cusco, il est en place, c'est le Coricancha, que c'est un endroit impressionnant parce que c'est comme ça là, c'est Santo Domingo, je vois le nom de la chapelle, et c'est une construction inca, et l'église a été construite auprès du mur inca, donc c'est impressionnant. Et là, habillé comme un cas, je devais faire un discours pour dire, annoncer quelque chose qu'on ferait dans cet endroit en Ayacucho. Mais comme tu dis, il y a toujours ces choses que ça sonne drôle, mais c'est pas nécessairement drôle parce qu'on a eu 8 présidents dans les dernières 9 ans. Et donc, on a chaque 2 ans, on a eu un 9 présidents de procès de vacances, ce sont comme les impeachment. Ouais, donc il y a eu 8, au Pérou, il y a eu 8 présidents au cours des 9 dernières années, parce qu'il y a eu plusieurs processus de destitution. Exactement. On appelle ça vacancia. Vacancia. Donc, j'ai vécu cette situation 3 fois. C'est pour ça que j'étais ministre 3 fois. Parce qu'en fait, la première fois, le président Kuczynski, il a renoncé finalement. Et après, autour de la pandémie, le nouveau président Vizcarra m'a appelé. Il a été destitué. Et on a eu un président pour une semaine, le président Merino. Et finalement, le président Sagasti, il a été nommé il était un représentant du Congrès. Il a été désigné comme président intérim. Et
Et c'est la dernière fois que j'étais ministre. Donc, j'ai vécu ce processus que, bon, si tu penses, c'est douloureux comme nation, et, mais ça répond à une configuration du pouvoir qu'on a maintenant dans lequel le Congrès a plus de pouvoir que l'exécutif. C'est pas comme a été pensé notre système. Normalement, l'exécutif avait plus de pouvoir, mais bon, c'est les nouvelles normalités qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de présidents. Même aujourd'hui, quand on parle, et le président est en milieu et le congressiste, c'est le membre du congrès, donc il a un président intérim aussi, ad interim. Donc, il y a des personnes qui croient qu'il sera destitué même, mais bon, on verra. Mais la chose, c'est que la situation politique, même si tu la vois dans ce sens, est terrible, mais en même temps, pour moi, c'est bon. Si tu es le ministre, tu dois être préparé pour vivre ce type de situation. Donc, c'était la seule chose que je pense pour la bien raconter, c'est avec la fiction et avec l'humour. Sinon, j'étais en train de pleurer. Oui, parce que c'est quand même des destitutions présidentielles, ça peut causer toute une turbulence politique. Bien sûr, bien sûr. La dernière fois, c'était presque normal. Donc, on a normalisé ça aussi. Oui, c'était ta troisième fois. Oui. Non, mais je dis les dernières fois dans cette nouvelle période. Ok, oui. Le nouveau président, c'est Redi. Et il est président parce que la présidente Boluarte a été destituée il y a 3 mois. Et on parle aujourd'hui, seulement 3 mois après, de la possibilité de lui destituer maintenant. On verra qu'est-ce qui se passe. Mais la chose, c'est que finalement, c'est plus facile pour moi de raconter ce type de choses avec un peu d'humour et dans ce type de raconte. Et finalement, dans ce conte-là, je ne me rappelle comment il finit parce que il finit avec cette sensation que je crois que c'est positif finalement de dire, tu vois, le pouvoir est une chose complètement fluide. C'est une chose que tu as un jour tu es habillé comme un cas et tout le monde te respecte comme un cas, comme ministre. Et les jours après, tu es inconnu. C'est terminé. Et tu as une vie normale. Donc pour moi, ça c'est plus simple. Dans ces cas-là, il y aura aussi un petit message que c'est tu ne peux pas croire vraiment, si tu as un petit pouvoir, et que tu es vraiment que ce pouvoir, ça sera pour toujours. Donc, prends l'opportunité, fais des choses que tu peux faire, positives bien sûr, mais après quelques jours, tu seras, comme on dit en espagnol, don nadie. Un rien. Ouais. Un inconnu. Un inconnu, voilà, finalement. Et ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est, bien sûr, tu décris une réalité, mais à travers la fiction. Et je voudrais savoir, puisque tu as été ministre de la Culture, est-ce que tous ces problèmes politiques influencent la culture péruvienne? Oui, je crois que oui, parce qu'il y a même autour de ça, il y a une autre chose que c'est pas nécessairement, je ne sais pas si ça se comprend complètement dans les livres. Je crois que c'est bien tangentiel et que c'est ce type de choses qu'on appelle maintenant la guerre culturelle ou les combats culturels, je ne sais pas comment on dirait. Oui, est-ce que c'est cultural battle. Tout le monde parle de cette lutte contre le wokisme des États-Unis, et contre la culture, on dirait, trop libérale
donc, c'est une chose qu'on vit maintenant. Et c'est pas exactement si je me rappelle bien si je touche ça dans le livre, mais c'est part de, comment tu dis, finalement, toutes les choses politiques influencent finalement la culture. Parce que même aujourd'hui, je crois que c'est plus difficile même pour les écrivains, mais pour tous les gens qui font de culture, et même de dire maintenant qu'il se dédie à la culture, parce que c'est une chose que tu es peintre, tu es écrivain, donc tu fais rien. C'est toujours il y a un discours maintenant contre les gens qui font la culture, que c'est préoccupant. Et ça, c'est une chose que, comme tu dis, c'est l'influence de la politique dans les cultures. Et bien sûr, il y a d'autres choses, parce que même il y a quelques mois, j'étais dans les congrès de la langue espagnole, ici à Arequipa. Et donc, on parlait de l'importance de la langue espagnole, en notre cas, et pour les négociations internationales, pour beaucoup de choses. Mais aussi de rescater la diversité linguistique, parce que c'est une forteresse du Pérou, c'est la diversité culturelle. Donc, nous, je crois que c'est important pour nous de préserver la diversité linguistique aussi. Et donc, on a le quechua, bien sûr, les aymara, ce sont les langues les plus parlées dans le Pérou, et après l'espagnol. Mais tu as aussi 44 autres langues indigènes qui sont normalement amazoniques. Et c'est important de les préserver. Donc, on était en train de parler comme ça, et un collègue que je respecte bien, mais après, je ne sais pas s'il voulait, dans ce moment, de dire que l'espagnol était plus important, donc quelque chose comme ça. Il a dit quelque chose comme, bon, tu sais, c'est important, oui, bien sûr, mais l'espagnol est plus important. C'est comme s'il avait fait une hiérarchie. Exactement. Et parce qu'au Pérou, la majorité parle l'espagnol, donc c'est plus important. Si on parle bien l'espagnol, c'est pas personne manquera. Il a dit quelque chose comme ça, vraiment grave pour moi. Personne manquera si on parle. Peut perdre quelques langues. Donc, beaucoup de langues sont disparues. Donc, ça ne passe rien si on perd. Ouais, c'est comme une banalisation. Oui, complètement. Donc, je lui ai répondu là. Écoute, la diversité linguistique, c'est pas nécessairement. Tu ne parles une langue, tu parles de personnes. Finalement, ce sont seulement les personnes qui sont affectées, des personnes qui parlent la langue. Ce n'est pas seulement la langue qu'on parle, on parle de la personne qui parle cette langue. Exactement, et aussi la langue véhicule une manière de voir le monde, bien sûr, toute une histoire qui s'inscrit soit avec son environnement, sa société ou son territoire. Complètement. Donc, on entrait dans une discussion. C'était pas une discussion, je crois que j'étais clair à dire, même si on est ici pour défendre l'importance de l'espagnol, on doit défendre aussi la diversité linguistique. Et parce que cette diversité, c'est aussi la diversité de notre histoire, de notre culture, de notre façon de voir le monde. Et c'est la chose la plus importante. Donc, il y a des choses. Et ça se définit dans la politique, finalement. Je crois que j'ai eu des discussions aussi avec un chef qui me disait tu vois, tout le monde. Tu parles parce que maintenant, il y a beaucoup de films en quechua, en aymara, surtout, il y a des productions qui ont été faites à Cusco et en Puno, en Ayacucho. Donc, c'est important d'avoir des cinémas régionaux aussi. Et donc, on a vu un film, et c'était en Washington, et il m'a dit, tu sais, ces communautés, ils devraient apprendre l'anglais. L'anglais, c'est plus important.
Ouais, Pourquoi parler? On parle espagnol. Et il devrait parler l'anglais. Et comme ça, il pourrait exporter. Donc, si tu vois le monde et toutes les choses comme des, seulement comme un monde marchand, donc on doit acheter des choses et vendre notre produit. Oui, oui, bien sûr. On doit vendre Donc, des textiles, toutes les choses. Mais le plus important, c'est si on préserve notre culture, ses diversités et notre richesse. C'est une autre façon de voir qu'est-ce que c'est la richesse finalement. Et donc, oui, parce qu'il y a la richesse économique, mais il y a la richesse culturelle. Et là, si je comprends bien, il y a certaines personnes qui ont comme une vision mercantiliste ouais. et qui, pour eux, les langues autochtones n'ont aucune importance. Ouais. Et que pense que Machu Picchu, c'est l'endroit le plus touristique à nous, bien sûr. C'est bien. Et on doit exploiter les produits touristiques. Mais tu ne peux perdre de vue que la chose la plus importante, c'est l'histoire et la culture. Ouais, tu peux pas perdre l'essence. Exactement. Et donc, c'est curieux, mais il y a des gens qui pensent comme ça. Donc, si tu penses seulement qu'on doit être ici pour acheter et vendre des choses avec ambition mercantiliste, comme tu dis, et la culture est un danger finalement. Et pour les gens qui nous écoutent au Québec et dans d'autres régions du Canada ou de la francophonie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines personnes du Pérou euh, négligent les langues autochtones ou ils ont une vision négative des langues autochtones? C'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose d'historique aussi. Et comme je te dis aussi, malheureusement, il y a une histoire de racisme au Pérou. Et dès que les Espagnols sont arrivés au siècle XVI, XVII, et on a eu un système, c'est pas exactement de caste, mais de différenciation dans laquelle ce qui est occidental est plus important, est le meilleur. Donc la peau blanche, c'est comme un signe Ouais, de développement intellectuel en général. Ça, c'est pas ça en Amérique latine en général. Je crois qu'il y a un racisme structurel qu'on voit de Mexico jusqu'à Argentine au Chili. Et en Pérou, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un mélange plus grand avec des populations africaines qui sont arrivées comme esclaves dans le siècle 17-18, et avec les Chinois qui sont arrivés aussi pour travailler les guano dans le siècle 19, avec les Japonais qui sont arrivés un peu après. Donc on a un mélange de cultures et dans laquelle c'est difficile d'expliquer toujours parce que même on utilise quelques mots et quelquefois avec un sens positif, avec un sens négatif. Tu dis cholo, par exemple, je te disais, j'avais une, une petite amie québécois et il me disait cholo. Et mon père me disait cholo aussi. C'est une parole que tu peux utiliser dans un sens positif parce que c'est un symbole d'amour, de sentiments. Mais avec une certaine intonation et avec un autre adjectif, tu peux dire maldito cholo, et ça c'est une insulte. Une insulte. Et ça c'est autour de notre culture en général. En parlant de culture avec un panorama un peu plus grand de ce qu'on vit chaque jour.
Donc, il y a beaucoup des explications historiques pour voir que les peuples autochtones, les peuples indigènes, en général, et quand ils parlent quechua, ont été... Et ça a créé un problème plus grand parce qu'on a eu des terrorismes, malheureusement, dans les années 80, 90 du siècle passé. Et si tu vois, le terrorisme, c'est complètement mauvais, bien sûr. Mais il y a aussi les effets de la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, on fait comme une révolte avec ce problème de racisme aussi. Et les victimes, ils ont été plutôt dans Ayacucho, dans les Andes centrales du Pérou. Et la majorité on parlait quechua. C'était partie des communautés andines, autochtones, dans ces endroits. Et donc, c'est un problème difficile d'apprendre dans toutes ces complexités. Mais je crois que c'est bien intéressant de voir pourquoi quelques personnes, même dans le siècle XXI, pensent toujours qu'il y a certaines catégorisations ou hiérarchies dans les cultures. Ouais. Oui, donc il y a toute une histoire qui vient avec ça. Alors, depuis la colonisation, il y a eu, ce que tu expliques, c'est qu'il y a eu une forme de hiérarchisation des races. Et ça s'est imprégné dans la culture péruvienne. Et ça a le vestige, il reste encore très actuel. Et, et je voudrais savoir, puisqu'on a parlé des langues autochtones, notamment il y a le quechua, il y a l'aymara, et bien sûr il y a les langues dans l'Amazonie péruvienne. Quel est l'état de ces langues? Parce que tu mentionnais que c'est important de les préserver, de les protéger, parce que ça représente la diversité péruvienne. Est-ce que ces langues sont dans un état précaire? Est-ce qu'ils sont en voie de disparition? Il y a quelques langues amazoniques qui sont difficiles de protéger parce que même la communauté ont perdu on a perdu, je ne me rappelle. Il y a quelques années, on a eu, je me rappelle bien, je crois que j'étais à Genève, je ne sais pas, mais je me rappelle bien d'avoir lu dans les journaux les dernières Locuteurs? oui, de langue, je ne me rappelle pas, mais c'était en langue amazonique et décédé. Donc, heureusement, tu peux, même avec la technologie maintenant, tu peux préserver, tu peux faire des raccords et il y a beaucoup de gravations. Ah oui, enregistrement. Enregistrement de la langue de cette personne. Mais c'est une chose culturelle aussi. Et que ces communautés, il y a quelques langues qui sont parlées par seulement 10 personnes, 20 personnes. Donc maintenant, il y a un travail du ministère de la Culture pour les préserver, pour les enregistrer, et pour avoir des dictionnaires au moins. Et il y a une chose intéressante dans la dernière année, et c'est ce phénomène que je te parlais du cinéma régional. C'est surtout les Quechua et l'Aymara, je crois qu'ils sont dans une bonne situation. Il y a beaucoup de gens qui essayent même de faire ce que parlent maintenant. Il y a quelques rappeurs, chanteurs, Liberato Cani par instance, et Renata Flores. Tu peux le chercher et il fait quechua pop, ou ils font de rap en quechua. C'est intéressant parce que c'est une forme de dire je suis vraiment orgueilleuse de mon langue, de mon culture. Et ça c'est bien. C'est plus difficile avec la langue amazonique, qui sont 44 parce qu'il y a communautés qui seulement quelques personnes parlent. Oui, c'est des petites communautés. Oui. Mais, comme je dis, il y a un travail du ministère de la Culture pour les préserver. Et
Et je crois que, par exemple, quelques langues amazoniques les plus parlées, bien sûr, c'est le Shipibo-Conibo. Et il y a aussi des formes de les montrer aussi, pas seulement avec la langue, mais c'est aussi avec les chants qu'il fait. Parce que maintenant, le dessin qu'est c'est un type de dessin que le Shipibo fait. Et maintenant, c'est à la mode, on dirait. Il y a beaucoup d'expositions d'art amazonique. Donc, à un certain moment de l'histoire, tous ces aspects culturels ont été, disons, discriminés, mais dernièrement, ça revient à la mode, c'est ça? Ouais. Et si, ouais, c'est ça. Et je voudrais qu'on parle, parce qu'on parle des langues autochtones, et je voudrais savoir comment cela se manifeste dans le milieu urbain, donc ici dans la capitale, à Lima. Parce que c'est mon impression, et tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais j'entends pas les langues autochtones à Lima. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les milieux les plus modernes de Lima, ici à Miraflores, dans cet endroit. Mais le quechua, c'est la deuxième langue la plus parlée à Lima. Et c'est la province du Pérou où il y a plus de langues qui parlent le quechua. Mais pas ici, dans cet endroit, que c'est la part la plus, comment on dit, la plus riche de la capitale. La plus riche, en fait, ouais. Donc, si tu vas à San Juan de Lurigancho, il y a presque une communauté dont ils parlent quechua. Et je crois qu'à Lima, la chiffre est autour de 15-18% de gens qui parlent quechua. Mais tu ne peux pas parler si tu veux acheter quelque chose ici. Mais dans ces communautés qui habitent dans certaines régions, même dans la province de Lima, est bien, la population est presque 12 millions. Et si tu vas dans cet endroit, tu parleras quechua avec ta famille. Et chaque fin de semaine, tu verras qu'il y a beaucoup de manifestations culturelles andines propres de ces communautés parce qu'ils sont migrants dans le Pérou. Ils viennent de communautés andines. Donc, ils arrivent à Lima. Comme les Péruviens, on préserve notre culture quand on part ailleurs. Quand ils viennent à Lima, de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa, donc ils préservent sa culture aussi et ils préservent sa langue. Donc, quand ils dansent chaque dimanche, et c'est une manifestation normale, le dimanche c'est un jour de fête populaire, ils parlent en quechua. Ils sont ces chansons en quechua. Donc, si tu vas le dimanche à certaines parties de Lima, tu écouteras le quechua. Pas ici. Donc, pour les personnes qui ne sont jamais venues à Lima, donc il y a des quartiers riches comme Miraflores, San Isidro, et dans ces quartiers-là, on n'entend pas les langues autochtones. Par contre, si on va... Nous ne parlons pas, je peux dire que j'habite à Miraflores, par exemple, et je ne parle pas le quechua. Malheureusement, j'ai essayé d'apprendre un peu. Donc, je comprends quelques mots, et je peux lire quelques mots, mais malheureusement, c'est pas dans notre éducation générale, il n'est pas le quechua. Si tu vas à les Andes, donc tu as quelques parties dans lesquelles est obligatoire par le ministère de l'Éducation d'avoir un apprentissage bilinguiste. Bilingue, oui. Donc, les Andes, bien sûr, on parle des Andes, les montagnes. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est des communautés autochtones qui habitent dans les Andes. Dans certaines régions des Andes, c'est obligatoire d'apprendre la langue autochtone avec l'espagnol. Mais ce n'est pas le cas à Lima. Non. Je ne connais pas et je ne sais pas s'il y a quelques écoles dans lesquelles
peut-être parce que les professeurs, ils parlent quechua, peut-être ils maintiennent quelques... Mais c'est difficile. C'est toujours l'endroit familier dans lequel tu préserves la langue. Oui, donc ça reste dans la maison, mais ça ne se présente pas dans la sphère publique. Il y a un autre conte que tu as écrit qui s'appelle Kaliagnosia. Et dans cette histoire, tu racontes... mais c'est l'histoire d'une personne qui découvre une technologie et grâce à cette technologie, on ne peut pas voir la couleur de peau des personnes et donc ce serait une solution pour contrer le racisme. Ouais, Exactement. ouais. Je voudrais savoir, est-ce que, parce qu'on a parlé de racisme tout à l'heure, est-ce que c'est si présent que ça dans la société péruvienne? Ouf. Terriblement. Et malheureusement, oui. Et chaque jour, tu le vis. Et c'est une des choses que ça te choque le plus quand tu reviens, je ne sais pas. Et même aux États-Unis, où maintenant il y a peut-être plus de visions racistes, suprémacistes, je ne sais pas comment dire, et il y a toujours cette façon de voir le monde dans lequel tout le monde a les mêmes droits. Donc, même à l'école. Non? Et ici, bien sûr, c'est la même chose. Si tu vas à l'école, tu écouteras que tout le monde a les mêmes droits, les enfants, et beaucoup de choses. Mais dans la vie quotidienne, ici au Pérou, tu vois la manifestation du racisme. Et dans chaque jour, tu peux voir dans les réseaux sociaux aussi des manifestations de racisme. Et dans la vie quotidienne, je ne sais pas si tu es ici à Miraflores, c'est ce type d'appréciation que je te dis, non, des cholos, des indios, non, ils sont quotidiens. Et il y a... comment dire, le problème, c'est plus grand que ça, parce que je crois que nous ne pensons pas que c'est un problème. Et c'est le vraiment problématique, et ça. Oui, qu'il n'y a pas une réalisation. C'est complètement naturel pour nous. Oui, c'est normalisé. C'est normalisé. Ouais. Donc, c'est vrai, ça raconte dire le problème est là, on ne le voit pas. Probablement, la seule façon de le voir, c'est si on ne se perçoit pas comme différent. Et le problème, bien sûr, encore, c'est pas seulement de Pérou, je crois que c'est toute l'Amérique latine, dans laquelle on a eu cette colonisation espagnole, qui à certains points de l'histoire a fait cette différenciation des races et des origines, et dans laquelle les gens même au Mexique, non, c'est vrai, il y a des sierras, non, on dirait comme, c'est pas des Andes, mais c'est la montagne en Mexique aussi, au Guatemala, et même Chili. Donc les gens de montagne sont différents dans les gens qui habitent dans la côte, et la différenciation, c'est plus grand que ça, et c'est un racisme dangereux parce que tu ne le perçois pas. Tu crois que c'est normal. Seulement quand tu vois des autres endroits, tu vois qu'il y a quelque chose de mal dans la société péruvienne. Oui, et j'aurais voulu parler davantage de ces sujets, mais je voudrais profiter que tu connais bien la culture péruvienne, tu étais ministre de la Culture. Je voudrais te poser des questions un peu plus, disons, avec des réponses plus rapides. Ouais. Disons, donc ça va être des questions flash. Okay. Comme ça, tu peux nous répondre et c'est comme ça, les gens qui nous écoutent, ils pourront faire des recherches, apprendre davantage sur la culture péruvienne. Donc, je voudrais que premièrement, tu nous dises quel est ton livre péruvien préféré. Difficile, mais je crois que Conversación en la catedral, je ne sais pas, c'est Mario Vargas Llosa.
Et notre prix Nobel, je crois que même s'il est un écrivain, on pourrait dire occidental, et je crois que c'est le plus important, et c'est bien important. En ce livre-là, c'est peut-être le plus intéressant, même si est ambienté dans Lima des années 50. Il parle de politique, il parle du racisme, il parle des différences sociaux, et c'est vraiment peut-être et avec ça, je dirais Un mundo para Julius, Un monde pour Julius, que c'est un livre d'Alfredo Breiz Echenique que j'ai relu récemment, et c'est un des livres plus fameux de la littérature péruvienne. Et c'est un roman dans lequel c'est un petit enfant d'une famille aristocratique riche, et c'est la vie de cet garçon qui voit ces différenciations sociales. Donc, même quand on a parlé de racisme, Oui. peut-être c'est le plus clair pour comprendre les différenciations socio-raciales qu'on vit chaque jour, avec les yeux d'un petit enfant. Donc, c'est vraiment un excellent livre. Oui, et c'est bien parce que ça va permettre aussi aux auditeurs de lire et d'apprendre davantage sur le Pérou. Donc là, tu as mentionné 2 romans. Est-ce qu'il y aurait un essai que tu recommanderais? Il y en a beaucoup. Et je crois qu'il est d'Alberto Flores Galindo. Et là, ce sont des essais qui forment un livre qui s'appelle Buscando un Inca, on dirait à la recherche d'un Inca. Donc c'est intéressant parce que il y a des essais sont de différents sujets, mais les titres, parce que finalement ils disent que avec cette différenciation sociale et tout ça, et nous sommes toujours dans la recherche d'une figure, on dirait, paternelle, d'une autorité, et que c'est l'Inca. Et en même temps, cet Inca explique aussi que qu'on essaie de voir le monde des Andes, mais avec cette réflexion bien péruvienne de que notre passé est riche, et il y aura un jour dans lequel on arrivera encore. C'est un mythe, le mythe de Incarri, que c'est que un jour l'Inca viendra encore pour régner à nouveau dans le Pérou, et on récupérerait notre grandeur. C'est ça a presque un côté religieux, on Oui, dirait. oui, presque. Mais c'est un grand sociologue, Alberto Flores Galindo. Peut-être que ça serait mon recommandation. Parfait, merci. Une autre question. Ah bien, Vallejo, hein, la poésie. Oui. Je ne suis pas un grand lecteur de poésie, mais si tu veux vraiment entrer dans la littérature et la culture péruvienne, tu dois lire César Vallejo, bien sûr. Oui, qui est je crois que c'est le poète péruvien le plus connu et un des poètes les plus influents de la langue espagnole. Complètement, ouais. Si tu devais recommander un plat péruvien, ça serait lequel? Et bien sûr, ce serait le ceviche, parce que nous sommes ici à Lima, et le ceviche est peut-être le plus connu au monde. Tout le monde, même si le ceviche est un plat que tu manges aussi de Mexico à Chili, mais je crois que la préparation péruvienne c'est la meilleure. Bon, la cuisine péruvienne en général c'est la meilleure, c'est pas, c'est clair. mais mon plat favori, par exemple, c'est mon père est d'Arequipa, du sud du Pérou, et il y a un plat mais tu peux manger ça ici à Lima, bien sûr. Mais c'est un plat que c'est difficile de trouver dans une cuisine plus élaborée dans un autre pays. C'est le chupe de camarones. C'est une soupe avec comment on dit camarones? Crevettes? Des crevettes, ouais, bien sûr. Et c'est une soupe, c'est bien délicieuse. Et c'est intéressant parce que même pour notre culture, je viens des États-Unis, je te dis, j'ai habité à Washington,
Et autour de Washington, mais pas tous les États-Unis, on a beaucoup de Péruviens, on a presque 1,2 million Péruviens aux États-Unis. Ah oui. Ouais, c'est incroyable. Et il y a même des endroits dans lesquels il y a, c'est Patterson, New Jersey, et il y a 100 000 Péruviens. C'est une grande communauté. Oui, une grande communauté. Et ce que tu trouves là, bien sûr, c'est ceviche, la cuisine péruvienne en général, mais sont des pollerías. Maintenant, ici, c'est la chose la plus populaire ici, c'est pollo à la brasa. Oui, le poulet à la braise. Le poulet à la braise, comment dire, grillé. Qui est extrêmement délicieux. Oui, délicieux. Ce type de préparation de poulet, on l'exportait. Et aux États-Unis, tout le monde le connaît. Peruvian chicken. Oui, à Montréal aussi, il y a des restaurants péruviens et ils vendent du pollo à la brasa, donc poulet à la braise. Et mais pour les gens qui connaissent ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas péruviens, mais qui vont manger le poulet péruvien. Aussi, ce qui est intéressant peut-être pour les gens qui nous écoutent, le meilleur restaurant du monde est au Pérou. Oui. Même dans les 50 meilleurs restaurants, il y a 5, je crois, au Pérou. Et au Lima, en fait. Et je crois qu'il y en a un en Cusco. C'est Maido. Je crois que c'est finalement, si tu disais dans le message du livre, non? Je crois, une fois encore, notre culture est diverse et ça, c'est notre richesse. Et la seule chose dans laquelle personne ne te dira rien, même si tu es afro-péruvien, tu es indien, tu es espagnol, ou tu crois que tu es espagnol, c'est la cuisine. Et la cuisine, c'est le mélange de toutes les cultures qui sont arrivées ici. La culture indienne, les produits arrivés de l'Espagne, bien sûr, mais aussi le type de préparation. Le ceviche, finalement, c'est un type, comment on le mange maintenant, c'est un type de préparation plutôt asiatique, japonais. Et donc, c'est vraiment une fusion. Maido, c'est la fusion des saveurs dans ce cas-là, mais c'est la fusion des cultures diverses qui sont arrivées ici. Et seulement quand tu parles ça, un type comme Gaston Acurio, que c'est ce fameux chef, quand il a ce type de message, tout le monde pense, ah, c'est vrai, peut-être notre culture est riche pour ça. Et je crois que c'est la chose la plus importante quand on parle de culture péruvienne. Encore une fois, Gaston Acurio est un chef péruvien. Au Québec, il y a son livre qui est vendu dans les librairies. Donc, il y a les recettes. Et j'ai des amis qui l'ont acheté, justement. Et c'est ça que je remarque ici au Pérou. Les gens sont très fiers de la nourriture, de la gastronomie péruvienne. Complètement. Bien fiers de la gastronomie, de la cuisine péruvienne. Mais comme je te disais, je crois que les pas qu'on doit faire, on dirait, c'est passer de cette fierté pour la cuisine à la fierté pour notre culture. Si tu devais recommander un endroit du Pérou à visiter, sauf Machu Picchu, parce que bien sûr, c'est la réponse facile, quel endroit tu recommanderais? C'est plus difficile. Et j'ai vu beaucoup de choses impressionnantes. Et un des plus touristiques et vraiment impressionnants, c'est Cuelap, qui est au milieu des Andes et de l'Amazonie, en Chachapoyas, qui est un endroit vraiment impressionnant. C'est la culture des Chachapoyas qui est avant des Incas. Mais un des endroits les plus impressionnants que j'ai vu, c'est aussi Sechin, qui n'est pas si connu. Ici à Lima, tu peux aller à Pachacamac, c'est impressionnant. Tu peux aller un peu plus au sud et tu trouveras Paracas, où il y a un musée vraiment bien. Donc, nous avons des momies de Paracas avec des textiles impressionnants. Et tu as Nazca. Oui, les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca qui sont vraiment bien. Tu dois survoler en hélicoptère, non? Un hélicoptère, un avion, un petit aéroplane. Ou une petite avionnette, Une petite avionnette, pour le voir. Ça, c'est impressionnant. Mais la forteresse de Sechin
n'est pas si connu. Et c'est une chose vraiment impressionnante. Il y a un conte que j'ai dans lequel les amis de ministre, je ne sais pas, je ne me rappelle bien, mais ils arrivent à Seching. Et tu vois, c'est une forteresse de pierre et dans laquelle tu vois graver comme des dessins des soldats dans une guerre. Donc, tu peux vraiment t'imaginer comme c'était ça doit être impressionnant. Il y a presque 1000 ans. Mm-hmm. Et finalement, presque près d'ici, Caral, qui est la cité la plus ancienne de la civilisation la plus ancienne d'Amérique. Intéressant. Donc, ça, c'est des bonnes recommandations. Quand je vais revenir au Pérou, je pourrais aller les visiter. Bien sûr. Ta chanson péruvienne préférée? Peut-être quelque chose de Chabuca Granda, qui est la chanteuse la plus connue. La fleur de la canela, peut-être c'est la plus connue. Ouais. Parfait. Et finalement, qu'est-ce que tu voudrais, disons pour les gens qui décident de lire ton livre en espagnol, ou les gens qui nous écoutent juste sans nécessairement lire le livre, s'il y a un message que tu voudrais leur transmettre, ce serait lequel? De penser toujours dans la culture comme une forme de rapprocher. Et dans ce monde-là, maintenant, avec des guerres, avec des frictions dans les pouvoirs internationaux et tout ça, c'est partie de mon travail. Et je crois que la culture, c'est une façon de résistance, finalement. Parfait, mais je te remercie beaucoup pour cette belle conversation. C'est beaucoup d'apprentissage. Merci beaucoup, Alejandro. Non, merci à toi.